Il y a des gens qui veulent juste acheter, puis genre potentiellement avoir juste le petit loyer qui tombe tous les mois, puis c'est très très bien. Puis genre, tu sais, j'encourage, c'est tout investissement en immobilier pour moi potentiellement est un bon pas là. C'est ça, voir un peu qu'est-ce que vous voulez faire avec l'investissement. Est-ce que vous voulez vraiment juste acheter puis garder ça pour vos vieux jours, juste payer l'hypothèque? Est-ce que vous voulez rénover? Est-ce que vous voulez augmenter la valeur de votre immeuble? Est-ce que vous voulez subdiviser l'immeuble? Est-ce que vous voulez genre en faire autre? Enfin, il y a plein de possibilités à faire. Puis c'est là où le courtier hypothécaire a vraiment genre, on va vraiment voir ce que le client veut faire, puis on va trouver le meilleur financement en fait possible pour ses besoins. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mon Patrimoine. On va encore parler immobilier cette semaine avec un super invité qui a un pédigré d'investisseur que je trouve assez intéressant. J'ai nommé Christophe. Il va nous partager son approche assez particulière et aussi il va faire des propositions intéressantes par rapport à justement sa façon d'investir avec ses autres partenaires. Christophe, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à l'audience? Ouais, donc bonjour à tous. Puis donc je m'appelle Christophe. Je viens de Belgique. Donc j'ai immigré au Canada il y a une bonne dizaine d'années. Puis en tant qu'ingénieur réseau. Donc j'ai travaillé dans la réseautique pendant presque 10 ans. Et j'ai un peu switché de carrière il y a 2 ans et demi plus ou moins. Puis je suis devenu investisseur immobilier et aussi courtier hypothécaire commercial. Donc j'ai un peu la double casquette. Et donc au début, c'était uniquement pour comprendre comment financer mes propres acquisitions. Puis ensuite, ben, genre, tu sais, une fois que tu rentres dans un cercle d'investisseurs, ben, il y a toujours des gens qui sont intéressés comment ça s'appelle, à faire affaire avec toi. Et donc là, c'est un peu dans le moment où je commence à avoir des propres clients qui rentrent dans mon pipeline. Et puis, ben, je commence à faire des deals pour eux, entre guillemets. Là. Donc, Hmm. c'est ça. Sinon, en tant qu'investisseur, j'ai commencé à investir simplement un simple triplex à Montréal. Vraiment un achat assez facile. Puis ensuite, on est parti sur du multirésidentiel, donc 5 portes et plus. Puis là, on a je dirais puis en fait aussi, on part aussi dans la construction neuve. Donc ça fait presque une bonne dizaine d'immeubles en tout, acquis en moins de 2 ans. Donc ça reste quand même intéressant comme levier entre guillemets d'investissement. Là. Yes. Je vais essayer de planter un petit peu le décor pour l'audience. C'est clair qu'on va parler de procédés ou de stratégies qui sont typiquement des choses qu'on va voir au Canada, disons chez les Nordiques, aux États-Unis également. Mais sinon, il y a plein de patterns là qui sont reproductibles ailleurs. Et à côté de ça, pour ceux justement qui sont intéressés par justement ce marché-là, même s'ils ne sont pas résidents du Canada, ce pays offre quand même l'opportunité de saisir, euh, de faire des acquisitions en n'étant pas résident. Donc, euh, Christophe, avant de parler de cette activité de courtier, courtier hypothécaire multirésidentiel, je te propose qu'on fasse peut-être un petit distinguo entre justement euh, la partie multirésidentielle, disons, slash commerciale versus les acquisitions classiques, en fait, genre comme le triplex que tu as eu à faire lorsque tu t'es lancé dès le départ. Ok. C'est OK pour toi? Donc en fait, c'est que ouais, on peut commencer là-dessus. Donc en fait, en tant que dans le courtage, il y a du courtage dit résidentiel. Donc on parle de condo, on parle de maison. Condominium, c'est un appartement. On parle de maison unifamiliale, maison collée, maison jumelée. On parle aussi de duplex, donc 2 étages. En fait, c'est 2 logements, triplex, 3 logements et quadruplex, 4 logements. Donc ça, c'est considéré vraiment comme résidentiel. Puis dès qu'on passe dans le 5 logements et plus, on est considéré comme du financement commercial. Certaines banques acceptent aller jusqu'à 6 logements, mais en fait, c'est, si tu veux, le 5 et le 6 logements, ils sont un peu dans les deux cases. Donc, si je reviens sur mon résidentiel, euh, le financement, il se fait sur la valeur marchande du bien. Donc, par exemple, j'achète un condo à 500 000 et je vais devoir mettre potentiellement
20% de mise de fonds, ben, je dois mettre potentiellement, enfin, je dois mettre 100 000 sur la table et un prêt de 400 000. Si je suis, entre guillemets, Non si je suis résident. propriétaire occupant, ben, ça peut être 5% de mise de fonds. Et donc, à ce moment-là, Mhm. ben, il reste plus que 10 000 à mettre, ou 20 000 à mettre. Bref, peu importe, 5% de 500 000. Et Ok. donc, pour les duplex, c'est aussi là 5% de mise de fonds minimum. Et puis, pour les triplex, quadruplex, on est à 10%. Donc, de mise de fonds minimum. Et en fait, c'est que quand on dit de mise de fonds minimum, c'est à travers une assurance hypothécaire qui s'appelle la SCHL. C'est une assurance qui est gouvernementale, entre guillemets. Si je switch sur mon commercial, le commercial, donc en fait, la valeur du bâtiment ou la valeur du prêt que la banque va octroyer, elle est basée sur la valeur sur la valeur économique. Donc, c'est une valeur qui est générée par les revenus du bâtiment. Donc, si le bâtiment il est vide, aux yeux de la banque, il vaut potentiellement presque zéro. C'est pas forcément le cas dans tous les jours, mais un bâtiment qui a des des très bas revenus ou beaucoup de vacances dans les appartements, potentiellement, il peut avoir 50, 60, 80% de mise de fonds, ce qui est Mhm. énorme, là. La banque va presque pas prêter, là. Donc, c'est là où ce qui est intéressant, c'est que si maintenant j'augmente mes revenus, ben, j'augmente la valeur de mon bâtiment aux yeux de la banque et ma banque va me prêter plus. Un point qui est extrêmement important à comprendre, c'est qu'au Canada, quand on signe une hypothèque, donc comme en France ou comme en Europe, on a un amortissement de 20 ou 30, 40 ans. Puis au Canada, on a des termes. Un terme, c'est tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans. L'hypothèque, si tu veux, on peut refaire son hypothèque, on peut Elle se refinancer un revalorise. bien. On peut se revaloriser. Donc, par exemple, dans les deux cas, ça peut être aussi bien, on peut juste continuer le terme existant. Et donc, on va juste continuer. Donc, j'étais à l'année 5, puis on va continuer l'année 6, l'année 7, l'année 8, jusqu'à l'année 10, si on prend des termes de 5 ans. Puis, par contre, on peut aller rechercher toute l'équité qu'on a payée les 5 dernières années. Ce qui est extrêmement intéressant. Donc, ça veut dire que sur un paiement aujourd'hui de 1 000 $, ben, on paye plus ou moins genre un tiers en intérêt, puis 2 tiers en capital. Après 5 ans, on peut aller rechercher ce 2 tiers-là là, de paiement directement dans nos poches. Effectivement. Si je Donc, parle du 5 logements et excuse-moi, plus, il faut excuse-moi, je te imaginer coupe. que, ouais, Excuse-moi de te couper. Tu sais, comme c'est des termes qui sont purement dans le jargon canadien, même si c'est en français, ce serait bien qu'on essaie un petit peu d'expliquer. Tu as parlé d'équité. C'est quoi l'équité? Ça correspond à quoi? Euh, donc en fait, c'est que dans chaque paiement hypothécaire, il y a une partie qui est l'intérêt et une partie qui est mhm, le capital. Donc sur, par exemple, quand on est autour des 2,5% là, de taux d'intérêt, c'est un tiers en intérêt, puis 2 tiers en capital. putain. Grosso modo, là, ça Mhm, varie en fonction, mais c'est plus ou moins ça. Là. Il faut imaginer que, par exemple, si j'achète une maison à 500 000, puis je mets 20% de mise de fonds, donc en gros, j'ai 100 000 de mise de fonds, puis 400 000 de dette, mon équité sur la maison, c'est 100 000. Si je la revends demain, potentiellement, je retrouve mon 100 000. 5 ans plus tard, il faut imaginer que sur le 400 000, vous avez payé ben, genre 50 000 en équité, donc 50 000 en capital sur cette bâtisse-là, puis potentiellement, genre, divise un petit peu moins vous avez payé de l'intérêt, puis ça, c'est la partie de la banque. mhm, L'intérêt, vous n'allez jamais le revoir, il est parti, c'est pour payer les services de la banque. Mais dans 5 ans, vous pouvez refinancer, puis imaginez que la banque, la valeur de la propriété, elle vaut 600 000 maintenant, vous pouvez aller rechercher 80% de ce 600 000, plus le 50 000, donc on va récupérer le 50 000 qu'on a payé en capital pendant les 5 dernières années, mhm. plus chercher la valeur, donc en gros le 100 000 d'extra, là, on va chercher 80% de cette valeur-là. Je sais pas si je me comprends, si c'est compréhensible ou pas. Yes, yes, c'est clean. Du coup, tu étais en train de développer sur qu'est-ce qui serait donc intéressant, puisque là, tu as dit que tu as commencé par un triplex et là, apparemment, tu as focus tout sur du multi-résidentiel ou du commercial. Est-ce que c'est. Pourquoi cette nouvelle approche? Est-ce que tu aurais plus. Par rapport à tes objectifs aussi, parce que je sais que ça va forcément dépendre de tes objectifs, moyen, long Ouais. terme.
pourquoi est-ce que tu vas aller peut-être accélérer tes acquisitions plus sur du multi-résidentiel slash commercial En que fait, c'est sur que des simples. Ouais. ouais, donc en gros, c'est dès qu'on rentre dans le commercial, ben c'est ça, la valeur de la bâtisse ou la valeur de l'immeuble est basée presque entièrement sur les revenus. Donc si j'arrive à augmenter mes revenus, j'augmente la valeur de mon immeuble, puis je peux refinancer cet immeuble-là avec la nouvelle valeur. C'est pas Donc possible j'achète un avec bien à 1 million. un truc classique. Non, un classique, il faut attendre que le marché monte. Donc s'il y a une bulle financière, oui, ça peut être intéressant, mais il faut attendre que le marché monte. Si le marché descend, tu vas perdre de la valeur. Par contre, moi, mes loyers, des loyers qui descendent, c'est rare quand même. Ça fait Mhm. souvent monter. Donc, c'est ça le principe, c'est vraiment que genre toute acquisition commerciale, c'est vraiment basé sur la valeur des revenus. Et, euh, et donc, en fait, c'est qu'on peut, en peu de temps, je dirais genre en 24 mois, on peut vraiment augmenter une valeur d'un bâtiment de manière significative, là. Comment? C'est ça. Donc, en fait, c'est que souvent, c'est soit en augmentant les loyers, mais pour augmenter les loyers, il faut souvent offrir des services. Donc, on peut offrir, par exemple, genre, on peut faire du tout meublé. On peut offrir le chauffage, on peut offrir l'électricité, on peut offrir l'internet, on peut rénover le bâtiment ou rénover les salles de bain, les cuisines pour que ce soit vraiment genre, tu sais, au goût du jour. Et en fait, les Mhm. loyers vont monter à travers ça. Donc, Parfait. le but, c'est vraiment d'avoir en sorte que genre, on a tous nos revenus, on a tous nos dépenses, puis après, en fait, on a un peu notre revenu net. Puis tant que le revenu net le monte, on le fait monter, ben, c'est genre, la valeur de la bâtisse augmente aussi, là. C'est Ok. aussi simple que ça. Et tu as parlé de termes pour les évaluations. Qui, justement, quelle est l'entité qui fait justement ces évaluations? Est-ce que c'est quelque chose qui fait l'unanimité? Est-ce que quelque chose que tu as évalué aujourd'hui qui valait, par exemple, à l'époque 500 000 et aujourd'hui on dit c'est 700 000, tu vas chez n'importe quelle banque, ce document, est-ce que c'est quelque chose qui est factuel pour toutes les banques canadiennes? Je ne sais pas si je me fais comprendre ces deux Donc, questions en une. ouais, ouais, en fait, c'est que quand on achète un bien de niveau commercial et plus, il y a une évaluation qui doit être faite par l'acheteur. Ce ne sont pas des compagnies qui sont des évaluateurs agréés. Et en Mhm. fait, c'est ça. Donc, on fait ça jour 1 ou jour 0, si tu veux, avant de passer chez le notaire. Mhm. Et en fait, la banque va souvent se baser sur ces chiffres-là. D'accord. Très souvent. Elle va encore faire ses chiffres à elle, mais elle va se baser souvent sur ces chiffres. Une fois que le bâtiment a été rénové, tous les loyers ont été augmentés, le bâtiment est stabilisé, on va dire 2 ans après l'achat, mais là, on refait appel à cette même compagnie ou une autre compagnie d'évaluation. Puis, ben, veux pas, vous allez voir, le bâtiment aura pris de valeur, puis la banque va reprendre cette valeur-là comme valeur, entre guillemets, pour refinancer l'immeuble. Et donc, ben, on peut à chaque fois aller rechercher, ben, en moyenne, ça dépend pour certains clients, mais entre 70 et 75% de la valeur de l'évaluation. Ok. Donc Donc, le travail c'est va ça se qui est faire vraiment genre justement super sur. intéressant. Ok. Le travail va se faire sur le fait d'aller à chaque fois augmenter la valeur de la bâtisse et aussi bah, d'aller chercher aussi forcément les fonds de départ parce qu'il faut quand même mettre quelque chose sur la table. Sauf que contrairement à de l'acquisition classique, euh, l'argent qu'on met sur la table, on peut le récupérer beaucoup plus rapidement entre 12 et 24 mois et peut-être avoir même un excédent en fait. Ouais, ouais. Donc, ça m'est arrivé que sur certains projets, effectivement, en moins de 12 mois, j'ai récupéré ben, la mise de fonds, une partie de mes travaux en moins de 12 mois, là. Donc, En plus, ça tu es reste, ça reste propriétaire. des, ça reste des opérations qui sont extrêmement intéressantes, là. Ok. Et c'est quoi les aptitudes pour pouvoir opérer ce type d'opération? Est-ce que quelqu'un qui se lance aujourd'hui, même s'il a, je sais pas, une petite expérience avec sa résidence principale, est-ce que c'est quelque chose qui peut opérer aujourd'hui tout seul ou alors il y a une complexité au niveau du montage de l'opération? Mais en fait, c'est que je pense que comme partout,
c'est un profil d'investisseur aussi à se faire. Donc, ce sont des techniques qui sont potentiellement assez risquées. Il faut quand même, il faut être prêt à mettre pas mal d'argent dans les travaux. Il faut être prêt à faire de la gestion de travaux. Il faut être prêt avec toutes les problématiques que ça peut ouvrir, enfin, ça peut amener. Euh, il y a beaucoup de, c'est ça. Il y a beaucoup de gestion derrière là, pour faire ce genre d'opération là. Mhm. Trouver du personnel, juste des peintres, des carreleurs, et potentiellement il va y avoir des problèmes d'approvisionnement de matériel. Il faut genre, il y a beaucoup de choses à gérer. Et ça, c'est clairement que c'est très time consuming là. Mhm. Euh, mais sinon, ben, le mieux, c'est vraiment genre de commencer petit. Faut pas commencer avec des gros logements. Commencer avec ses moyens aussi là, parce que faut toujours se garder une enveloppe se faire un budget, puis se faire le Oui. worst case du worst case, puis planifier toujours en mode, on planifie en mode pessimiste. On a un scénario réaliste, pessimiste et optimiste. Puis il faut se planifier tout que le projet fonctionne en pessimiste avec des worst case partout. Mhm. Puis quand le projet fonctionne comme ça, ou à deux doigts de fonctionner, ben, ça va fonctionner parce que genre souvent nous on rentre dans notre scénario réaliste et donc les budgets sont un peu moins les coûts sont un peu moins des rénaux sont un peu moins dépassés. Puis on rentre dans les loyers qu'on avait visés. Donc on rentre clairement dans nos chiffres entre guillemets là. Excellent. Donc ça c'est vraiment vraiment c'est prévoir le pire, s'attendre au meilleur et puis vraiment être entouré de gens qui sont compétents. La compétence, c'est un prix. C'est clairement, vous pouvez aller chercher des gens qui sont moins chers, mais ils vont prendre plus de temps. Potentiellement, ça va être mal fait. Il faudra recommencer. Souvent, c'est souvent ça. On essaie de sauver de l'argent, mais quand on en sauve, on en jette quelque part d'autre. Là. Donc, c'est vraiment, le plus important, c'est la team qu'il faut se faire autour de soi, c'est les contacts. Puis ça se fait pas en 6 mois là. Et ça, il faut en parler avec du monde, il faut en essayer. Il va y avoir des ratés. C'est un peu la leçon de l'art entre guillemets là. Gentil, il faut prendre le temps là, de le faire correctement là. Yes. Et toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu opères pour ces opérations? Tu as parlé de l'importance de la team. Est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'il y a un turnover ou alors tu as des teams fixes comme ça, des partenaires stratégiques avec lesquels tu effectues enfin, tous tes deals, disons la plupart de tes deals? Comment est-ce que ça se passe? Et qu'est-ce que toi tu Ben, nous conseilles on a justement par genre rapport à ton retour ouais, mais je pense que c'est d'expérience? d'avoir un bon notaire qui sait de vraiment quelqu'un à qui tu peux l'appeler assez facilement, puis genre, tu sais, il va décrocher. On est en mode Covid, un notaire qui récupère des signatures électroniques sans se déplacer, potentiellement Mhm. pouvoir signer enfin, de Thaïlande ou n'importe où de la planète là. C'est quand Mhm. même toujours intéressant et pas signer vraiment physiquement une lettre. Il y a certaines banques qui acceptent pas aussi les signatures électroniques, il faut faire attention aussi. Mhm. Euh, un bon fiscaliste, c'est toujours intéressant à comprendre comment mettre un bâtiment. Est-ce qu'il faut l'acheter personnel? Est-ce qu'il faut le mettre dans une compagnie? Quel type de compagnie? Genre, il y a beaucoup de choses à régler à ce niveau-là. Avoir une bonne équipe un bon entrepreneur. Et là-dessus, il faut vraiment pas cheaper, entre guillemets, là. Il faut pas être, faut être juste avec les prix. Puis une bonne gestionnaire d'immeuble. Parce que juste la gestion de l'immeuble, c'est la clé. C'est elle qui va gérer les locataires, celle qui va genre accepter les nouveaux locataires. C'est vraiment genre, c'est ça. Moi, je pense que les quatre personnes clés, c'est un notaire, un fiscaliste, un entrepreneur et une bonne gestionnaire. Puis vous êtes l'élément clé entre tout le monde là. Et comment Puis un est-ce bon que courtier hypothécaire aussi. ah, bien évidemment. Et comment J'avais est-ce que oublié. ouais, ouais, c'est le plus important. Si alors il n'y a pas de deal, il faut bien qu'il Sinon, il n'y a c'est pas de par deal. là Il que faut ça le financer commence, le deal. ouais, Donc, clairement. c'est ça. Mais comment est-ce que c'est possible justement d'acquérir cette connaissance-là? Parce que il faut bien, on dit, on peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il faut bien que tu te lances euh, je sais pas, un minimum. Est-ce que toi, tu as des assets comme ça? Est-ce que toi, comment est-ce que tu t'es formé pour justement opérer ce que tu fais aujourd'hui?
sur le tas, entre guillemets. On a appris, puis on a fêlé au début, puis on a fait des coups qui étaient intéressants, puis on a compris qu'est-ce qui allait pas, puis on essaie vraiment toujours d'optimiser le travail. Savoir aussi que, genre, tu sais, je viens du monde de l'informatique en tant qu'ingénieur en télécommunications, genre, tu sais, je fais des documents d'ingénierie, donc, tu sais, je suis quand même assez structuré comme personne. Puis ça, je pense que Mhm. ça aide énormément. Dans le milieu de la construction, dans le milieu même de l'immobilier en général, ben, peu de monde sont bien structurés. Donc, en fait, c'est que, par exemple, genre, dès le départ, j'avais fait un catalogue de services et un catalogue de items. Donc, j'avais dit que pour les douches, on prend tel modèle avec telle pomme de douche, telle couleur à tel endroit. Pour les carrelages, c'est telle couleur, tel endroit, telle chose. Genre, tu sais, pour chaque, Ah ouais. entre guillemets, À ce niveau de précision consommable. là. Ah oui, oui, c'est genre, le sol, c'est telle céramique, telle tuile, la base de douche, c'est telle marque, telle chose, à tel fournisseur. Parce qu'en fait, c'est que à la fin, tu sais extrêmement bien combien ça va te coûter. Euh, tu contrôles tous tes coûts, en fait. Parce que le nerf de la guerre, c'est contrôler les coûts, puis aussi ton temps. Parce que, genre, investir du temps, là, c'est énormément de demandes. Genre, puis tu vas pas quand tu consommes, genre, je sais pas moi, 20, 30 cuisines, 20, 30 toilettes, tu vas pas commencer à chaque fois à aller en chercher une au coin. Là, genre, tu sais, il faut en acheter 15 en une fois, Ouais, puis pouvoir négocier sur l'ensemble. ouais, ouais, c'est clair. Donc, c'est un peu ça le point, là. Vraiment être structuré dès le départ. Puis, même dans un financement, je fais beaucoup de financement. Mhm. Puis les gens m'envoient souvent tous des documents qui ont ni queue ni tête, il n'y a aucune structure. C'est vraiment genre, ben, c'est pas la bonne chose à faire. En fait, c'est que souvent, c'est les loyers. Enfin, tu sais, il y a des revenus, il y a des dépenses. C'est facile à nommer un document ou à classer les documents dans des dossiers. On est dans un monde où c'est facile de mettre un Google Drive, tu le partages à quelqu'un, puis genre, tu sais, tout est bien classé. On va nous demander des états de résultats, mais genre, tu sais, nommer les documents, puis avec une année, avec une date, avec une nomenclature assez basique, mais ça sauve tellement de temps à la personne qui est devant toi. Ça sauve tellement, en fait, et ça fait aussi, t'es tellement crédible, en fait, par rapport aux personnes avec qui tu vas travailler. Quand on Mhm. voit un catalogue de services avec tous tes items que tu dois acheter à un entrepreneur, il n'est pas en train de te taper, ouais, il n'y a plus la pièce, non, 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 si, genre, tu sais, s'il n'y a pas l'item 1, il y avait l'item 2, là. Tu sais, il Mhm. y a 3 toilettes. Si c'est pas Ouais. l'un, c'est genre, tu sais, il y a 3 choix, là. À chaque fois, c'est comme ça, là. Donc, tu es obligé d'être ordonné, entre guillemets, là, si tu veux que ça avance correctement, là. C'est Et, ça. et pour ce qui concerne justement la partie des partenaires, tu as dit à chaque fois, en tout cas dès lors que tu as commencé à te lancer sur, ces grosses opérations-là, tu as des partenaires stratégiques, j'imagine qu'au niveau du financement, la mise de fonds, l'apport, tu n'y vas pas tout seul, tu as généralement des personnes. Est-ce que c'est des personnes, est-ce qu'il y a un turnover, est-ce que c'est des gens qui changent à chaque fois ou alors c'est des personnes figées puisque derrière tu dois justement leur rendre compte, peut-être c'est pas compliqué, c'est pas juste parce que quelqu'un t'apporte de l'argent que forcément c'est facile de faire la gestion du Ouais. suivi Donc, en derrière. fait, c'est que, ouais, les premières acquisitions, ben, je les fais avec mon propre, entre guillemets, mes propres fonds. Et Mhm. puis, maintenant, ben, mes propres fonds jouent dans d'autres domaines de l'immobilier. Puis je suis plus ou moins passif sur ces acquisitions-là. Puis alors Mhm. là où je suis actif, ben, je mets pas ou peu d'argent sur la table. Puis par contre, j'amène mon expertise, j'amène ma rigueur Connaissance. sur l'ensemble des acquisitions-là. Est-ce qu'on peut revenir, lorsque tu parles de passif, mais toujours dans l'immobilier, est-ce que tu peux nous partager quelques exemples de ce que tu peux partager en tout cas? Donc en fait, être passif, c'est simplement, par exemple, c'est genre mettre X milliers de dollars ou X milliers d'euros sur un projet immobilier, puis potentiellement confier l'achat, la rénovation ou la construction, enfin en fait toutes les autres Tout le activités process. à quelqu'un Mhm. d'autre. Tout le process à quelqu'un d'autre. Et en fait, on fonde une compagnie ou alors on construit un immeuble, ou on achète un immeuble, puis on a genre 50%, 30-40, peu importe les combines là. Et Mhm. puis toi, en tant que passif, tu fais potentiellement rien. Mais à la fin, tu vas te retrouver avec
un pourcentage d'une compagnie ou d'un immeuble, et parce que toi, tu auras mis de l'argent sur la table, en fait. Et est-ce que pour C'est toi, ça. c'est beaucoup plus stratégique ou c'est une façon de diversifier? Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas utiliser cet C'est argent clairement une pour façon prendre de, plus de participation dans la compagnie où tu es impliqué de façon opérationnelle en tant que... c'est clairement une façon de diversifier. Je dis Mhm. souvent, faut jamais mettre les œufs dans le même panier, là. Donc, faut, Mhm. genre, le plus possible, si ça fait, là, entre guillemets, j'ai un autre chose. Si ça marche pas, je peux aussi avoir autre chose. Donc, j'essaie vraiment d'avoir le plus de choix possible, en fait. Et, ben, c'est ça. Donc, puis, moi, je pense vraiment que notre temps, c'est ce qui est le plus précieux, en fait, sur Terre. Et Mhm. donc, en fait, c'est que comment je peux grossir ma valeur sans injecter de temps dans un projet, mais juste de Mhm. l'argent. Pour moi, c'est vraiment genre, je pense que dans le futur, c'est ce que je vais faire de plus en plus. Donc, vraiment, Ouais. genre, mettre juste l'argent qu'il faut. Puis, mon temps, je vais le consacrer à ce que moi j'ai envie de faire. Si j'ai envie d'être dehors ou si j'ai envie de prendre une rando, whatever, c'est ça. Je pense que c'est ça vraiment l'essentiel en fait là. Donc c'est vraiment Yes. qu'est-ce que tu veux faire avec ton temps personnel là. Ok, donc si je comprends bien, sur ce type de deal où tu vas avoir une implication opérationnelle, le gain, en tout cas ton gain va se faire sur on va valoriser en fait sous forme de, je sais pas, pourcentage mais tu vas jamais mettre ton propre argent. C'est l'argent des autres qui C'est va, rare. vu que les autres, ils n'ont pas la même expertise, la même connaissance terrain que toi, ben, ils vont être d'accord sur le principe ben, de valoriser cela en participation de X% dans le deal que tu vas structurer avec les autres partenaires. C'est ça. Ah, nice. C'est pas mal ça. Ouais. Top. Ben, je te propose que tu nous parles un petit peu de ton activité de courtier hypothécaire multirésidentiel. Et déjà, est-ce que tu as une entreprise dédiée pour cela ou alors tu es en partenariat avec d'autres partenaires stratégiques Non, pour que... ça, je suis un courtier hypothécaire ça s'appelle M commercial, donc c'est un cabinet de courtage. Puis je suis un agent de ce cabinet là. Ok, Donc, je rentre des deals à travers cet cabinet-là, puis le cabinet me fournit aussi certaines acquisitions ou certains deals. ok. Donc, Donc, c'est un peu genre je 50-50. suppose que tu t'adresses à une certaine catégorie de clients. Ça va pas forcément être la personne lambda, vu qu'on parle du multirésidentiel. Ça va être soit des entrepreneurs ou des personnes qui ont déjà du patrimoine et qui essaient de diversifier parce que généralement, les mises sont beaucoup plus fat. Je sais pas. Ça peut être, il y a effectivement beaucoup de compagnies, enfin, c'est beaucoup de personnes qui achètent à travers des noms de compagnies. À la fin, ben, tu sais, il y a toujours une personne derrière une compagnie. Donc, il Hmm. faudra toujours quand même voir cette personne-là, la rencontrer. Effectivement, ben, nous, dans l'agence, on commence avec des prêts de 1 million. Donc, en dessous d'un million, ben, on fait simplement pas le dossier. Mhm. Euh, Après, on s'entend que s'il y a 3-4 deals de 500 000 sur un an, ben, on va prendre le dossier pareil, là. Mais souvent, c'est en dessous d'un million d'hypothèques, on prend pas les dossiers. Au Québec, dans le multirésidentiel, ça devient quand même assez rare, en fait. Hein. Souvent, ça monte assez vite. Et, euh, et donc, en fait, dans cette agence-là, c'est ça. Je travaille vraiment en tant que courtier hypothécaire commercial. Puis, je fais majoritairement du multirésidentiel. De temps en temps, du semi-commercial. Donc, semi-commercial, il y a un commerce au rez-de-chaussée, souvent. Puis, il y a Mhm. des logements Les gens au-dessus. vivants. Ok. Et en quoi est-ce que ça Puis, consiste ton job? Ah, vas-y, je t'ai coupé. Tu voulais développer. ouais, ça. Puis, peut aussi y avoir de l'industriel. Donc, vraiment, ça, c'est des entrepôts, des commerces, enfin, pas des commerces, mais vraiment tu sais, Stockage. tout, tout du stockage. Enfin, ça peut être vraiment genre tous des bâtiments industriels. Il y a tout ce qui est des maisons pour personnes âgées. Donc ça aussi, Mhm. ça se finance en tant que commercial. Et aussi, il y a tous les financements de construction. Donc par exemple, quelqu'un achète un terrain, puis quels sont les financements possibles pour pouvoir monter une tour de logement. Puis en fait, donc tu as les financements de la construction. Mhm. Puis une fois que la construction est terminée, on refait un financement
souvent pour aller rechercher le plus d'équité possible et de capital possible sur le bâtiment. Ben là, Donc, il ça, y a ça doit vraiment. être un peu plus, peut-être moins intéressant, vu que tu dis que généralement, si on est à zéro, s'il n'y a pas d'activité, ben, la banque, elle va considérer que ben, ça vaut quasi zéro, quoi. Ou alors, derrière, il y a moyen de rapidement, lorsqu'on on construit une bâtisse, montrer à la banque que ben, ce truc va valoir quelque chose parce que peut-être l'emplacement, ou je sais pas, peut-être. C'est ça. En fait, c'est que lorsque tu fais des prêts de construction, il y a effectivement, c'est un prêt dit de construction avec une valeur qui est, entre guillemets, avec, on va dire, on construit une tour de 10 logements. On sait que dans le secteur, une tour de 10 logements, à la fin, ça va valoir autant. Peu importe là, le Ok. montant. Puis de ce montant-là, on va pouvoir prêter potentiellement 70-80% en valeur pour la construction de ce bâtiment-là. Et donc, la construction, le prêt va se faire comment ça s'appelle? Il va s'échelonner sur le temps de la construction. Donc, on va avoir un montant pour la fondation, on va avoir un montant pour la structure, on va avoir un montant pour les communs, on va avoir un montant pour. Ça va être un peu splitté. Mhm. Et une fois que le bâtiment il a été fini, on l'a rempli avec des locataires. Donc, on a des revenus, on a des états de c'est quoi les dépenses, c'est quoi les revenus de l'immeuble. Et là, on peut aller revoir une autre banque qui fait regarder. Maintenant, l'immeuble il est stabilisé. On va aller rechercher le plus de financement possible pour cet immeuble-là. Même Et si de on manière vient de générale, construire. souvent, c'est que même si on vient de construire. Ok. Donc, mais par contre, il faut que par exemple, la plupart des baux ont été signés, puis les gens ont déjà emménagé là. Donc, Ah, ok. Parfait. puis on arrive quand même avec, il faut quand même qu'il y ait des revenus là. Donc, il faut pas qu'il y ait 10 ans de revenus là, mais genre tu sais, une coupe de mois là, puis il faut voir que Mhm. le bâtiment est bien rempli, on a vraiment des loyers qui tombent tous les mois, puis on a vraiment un vrai, si tu veux, un vrai état des revenus de l'immeuble là. Parfait. C'est ça, c'est un peu les quatre. Donc, c'est quoi? C'est résidence pour personnes âgées, multirésidentiel, semi-commercial, industriel, puis des prêts de construction. C'est un peu les cinq, hein. Ouais, Ouais. Mhm. cinq types de financement qu'on fait en tant que courtier hypothécaire commercial. Ouais. Ok. Ouais, avant, j'étais donc en train de poser la question de savoir en quoi est-ce que ça consiste. Tu vas peut-être nous partager aussi, bah, c'est, les- comment est-ce qu'on on obtient ce type de prêt. C'est clair que c'est assez complexe, tout va dépendre du projet, des personnes aussi. Mais déjà, de prime abord, euh, comment est-ce que déjà c'est quoi dans le détail ton métier et comment est-ce que les gens pourraient potentiellement réussir à obtenir, à faire financer en tout cas leur projet de type multirésidentiel slash commercial, est ce que tu as cité précédemment. Donc, en fait, le client, il vient nous voir et on va dire, on va prendre le cas d'un multilogement. Donc, il a un 12 logements. Puis, soit il veut l'acquérir, on va dire, enfin, il va prendre une acquisition. Puis, il a fait une offre d'achat sur un 12 logements. Puis, il a besoin de financement. Et nous, on va calculer le financement possible que l'immeuble peut obtenir. Puis, on va aller voir les meilleures banques ou les meilleures institutions financières qui ne sont pas forcément sur le marché, qui ne sont pas Mhm. forcément sur la porte à côté. Ça peut être des banques virtuelles, ça peut être des banques qui ont pas forcément la succursale au bout de la rue. Et on va aller potentiellement chercher 5, 6 institutions financières. On va leur demander c'est quoi vos meilleurs taux, c'est quoi si, parce que c'est pas juste une question de taux d'intérêt. Il y a beaucoup de choses on s'appelle s'arranger. Est-ce que le client il veut l'acheter puis le garder pendant 25 ans et rien faire dessus? Est-ce que le client il veut l'acheter puis il veut justement rénover? Alors on va prendre un terme de 2 ans ou un terme de 1 an. Est-ce Mhm. qu'on prend un taux variable? Est-ce qu'on prend un taux fixe? Est-ce que puis si la personne veut casser le prêt, c'est quoi les intérêts, c'est quoi les pénalités. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en place pour que le prêt soit vraiment fité en fonction des besoins du client. Ok. Et nos services sont vraiment là en fait, c'est le client nous envoie les documents, puis nous on va aller chercher vraiment la meilleure banque, la meilleure solution financière pour répondre aux besoins du client. C'est vraiment Mhm. ça le métier de courtier hypothécaire. Et avant ça, est-ce que c'est vous qui faites la préapprobation hypothécaire pour qu'ils puissent aller essayer
de Mais faire en fait, c'est valider que des offres? dès qu'on est dans le commercial, il n'y a pas de préapprobation hypothécaire. La préapprobation hypothécaire, c'est uniquement dans le résidentiel. Ah, d'accord. Donc, nous, il n'y a pas vraiment de préapprobation. Donc, c'est genre, les gens, ils prennent des dettes de 1 ou 2, 3 millions, puis genre, souvent, c'est l'ensemble du portefeuille du client qui est analysé. C'est Mhm, l'ensemble de la valeur nette du client qui est analysé. Et souvent, c'est parce que l'immeuble doit toujours pouvoir supporter la dette. Ça, c'est obligatoire, là. Donc, c'est l'ensemble, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de préapprobation hypothécaire. Ça, c'est vraiment, vraiment dans le résidentiel pour pouvoir avoir ça, là. Puis, ok. une préapprobation hypothécaire, en vrai, c'est intéressant. En fait, ça prouve juste, c'est que avec mon salaire que j'ai ou que je gagne et mes avoirs, je peux avoir jusque X milliers de dollars. Mais ça ne veut pas dire que tu veux les avoir là. Donc Mhm. c'est un peu c'est une coche en plus par rapport à quelqu'un qui n'a C'est rien. un Mais de filtre. nouveau, c'est un petit filtre. Mais de Mhm, nouveau, si vous êtes bien organisé, si vous voulez acheter un condo et être extrêmement bien organisé, vous devez avoir un petit folder dans votre ordinateur avec tous les états de résultats, genre ma voiture, les paiements, ma carte Visa, enfin peu importe. Puis vos revenus par exemple, nous on appelle ça des T4. Donc en gros, c'est les avis de cotisation du gouvernement québécois, les avis de cotisation du Canada, et en fait mhm. tout bien ordonné. Puis potentiellement, si c'est bien fait là, vous serez aussi rapide que quelqu'un qui a une préapprobation hypothécaire là. C'est la question du financement. La plupart du temps, c'est trouver les documents. C'est ça qui est long en fait, parce que les gens font ah non, non, j'ai perdu le document. Ben, bref, c'est souvent ça le problème, c'est que les gens sont pas prêts en fait. Puis si vous Mhm. êtes prêt, ça va extrêmement vite. Si vous êtes organisé, ça va extrêmement vite et extrêmement bien, là. Mais tu peux Donc, être prêt, mais pas qualifié. pour tous ceux qui veulent Genre, acheter, soyez vraiment. je sais pas C'est si. ça. Tu peux être prêt, mais potentiellement pas qualifié. Qualifié, ça va. C'est toujours mieux. Je suis d'accord, mais ça veut pas dire que tu auras le prêt nécessairement là. Donc, c'est ça. Est-ce que justement il y a parmi les clients que tu as rencontrés, des gens qui étaient prêts, mais qui n'étaient pas qualifiés et vous avez dû, je sais pas, utiliser des stratèges un peu plus créatifs pour, enfin, de ce que tu peux partager publiquement, hein, pour permettre que la personne ben, soit qualifiée pour certaines banques partenaires à vous, quoi. Je sais pas si ma question elle est claire. J'ai jamais vraiment eu le cas où les clients sont pas prêts. C'est souvent le cas là, parce qu'on va souvent leur demander des documents qu'ils ont potentiellement pas sous la main. Mais de nouveau, comme je fais sûrement du commercial, les gens sont souvent ça très bien ce qu'ils font, puis on parle de quand même de près de plus d'un million à chaque fois. Donc Mhm, je fais pas du résidentiel. Donc je pense que dans le mhm, résidentiel, ça doit arriver assez fréquemment que les gens sont là genre ah ben là désolé j'ai pas ça, puis finalement ils font une offre d'achat. Genre par exemple ils ont une approbation pré-hypothécaire, puis mhm, ils l'ont eu il y a un mois et demi. Ils achètent une nouvelle voiture à 1000 dollars par mois en paiement, puis ben, leur pré-approbation, elle vaut potentiellement plus rien, là, parce qu'il y a 1000 dollars par mois qui va tomber tous les mois. Là. Puis c'est une grosse dépense. Donc, il y aura quand même une nouvelle analyse du crédit à chaque fois, même pré-approbation ou pas, là, il y aura quand même une nouvelle analyse du crédit. Donc, mais ça n'arrive pas je à sais ce pas dire. stade. Enfin, Ça n'arrive pas aussi au niveau multirésidentiel ou commercial que peut-être il y a une dépense qui avait été omise. Ok, on a parlé que la plupart, ils sont des professionnels, donc ils vont être plus structurés que les autres, mais ça n'arrive pas qu'il peut y avoir un petit truc, un petit couac qui vient en fait déséquilibrer la première analyse qui avait été faite par vous, par votre institution avant d'aller demander le prêt auprès des banques. mais en fait, nous, souvent, c'est qu'on va analyser les avoirs de la personne physique qui détient la compagnie, parce Mhm, que c'est souvent beaucoup des compagnies. Puis, on analyse souvent l'immeuble, en fait, donc les revenus de l'immeuble, puis les dépenses de l'immeuble. Puis, tu mhm, sais, les dépenses de l'immeuble, c'est rare qu'il y ait des surprises. C'est souvent mhm, les taxes, l'assurance, le chauffage, puis l'entretien et réparation. Donc, mhm, c'est rarement, on peut rarement avoir de grosses surprises sur les dépenses, là. mhm. Ok. Ouais. Et du coup, comment ça se passe pour bosser avec toi? S'il y a des gens qui sont intéressés de travailler avec toi, comment ça se passe? Et peut-être avant même d'arriver vers toi,
comment est-ce qu'ils peuvent s'auto-qualifier eux-mêmes. Parce que tu as déjà parlé du fait que vous travaillez pas avec des clients qui vont aller sur des deals de moins d'1 million. Maintenant, ce serait quoi ton profil idéal? Mais en fait, c'est des. Bon, en fait, je suis accessible par téléphone, par mail, là, pour toutes les questions possibles, imaginables. Mhm. Puis, la façon de, On de, va mettre de, toutes les de- informations en description de l'épisode, Super, ouais. l'adresse mail. Le téléphone, t'es sûr que tu veux donner le téléphone? Ça peut être assez J'avoue agressif. que c'est. Mais bref, on pourrait employer mon téléphone, ça me dérangerait pas là, sauf si je vais être Ok. harcelé de. Ok. Non, mais Attends, on t'écrit sur LinkedIn? après, ben, genre, on peut m'écrire sur LinkedIn aussi, il n'y a pas de problème. Ok, parfait. On va mettre tout ça en Puis, description. donc en fait, c'est vraiment comprendre dans quel marché on est, qu'est-ce qu'on veut. Ce qui est super important, c'est de faire son profil d'investisseur. Je le dis souvent, hein, jamais genre un de mes deals va potentiellement comporte des risques et des choses que les gens, il y a beaucoup de gens qui seraient peut-être pas forcément confortables à faire ce genre de transactions-là. Là. Tu sais, Mhm. t'achètes un bâtiment à, je sais pas, 1 million de dollars, là, puis tu commences à tout casser à l'intérieur, là. Il faut avoir les reins solides, là, genre, tu sais. Mhm. Donc, c'est ça qui commence à, genre, tu sais, il y a des gens qui veulent juste acheter, puis genre, potentiellement avoir juste le petit loyer qui tombe tous les mois, puis c'est très, très bien. Puis, genre, tu sais, j'encourage, c'est tout investissement en immobilier pour moi potentiellement est un bon pas, là, dans ce domaine-là, là. Mais sinon, ben, genre, tu sais, c'est ça, voir un peu qu'est-ce que vous voulez faire avec l'investissement. Est-ce que vous voulez vraiment juste acheter puis garder ça pour vos vieux jours, juste payer l'hypothèque? Est-ce que vous voulez rénover? Est-ce que vous voulez augmenter la valeur de votre immeuble? Est-ce que vous voulez subdiviser l'immeuble? Est-ce que vous voulez genre en faire autre? Enfin, il y a plein de possibilités à faire. Puis c'est là où le courtier hypothécaire a vraiment genre, tu sais, on va vraiment voir ce que le client veut faire, puis on va trouver Mhm. le meilleur financement en fait possible pour ses besoins. Yes. C'est le courtier hypothécaire qui accompagne justement le client pour définir son profil d'investisseur ou c'est quelque chose qu'il doit le faire tout seul? Ben, c'est normal, c'est quelque chose qu'il va le faire tout seul. Là, il y a moi, je suis pas, je pense pas que je suis qualifié pour faire ce genre de choses là. Là. Mhm. Je pourrais clairement comprendre, je pourrais guider vers la bonne voie là. Mais c'est aussi une question de genre, est-ce que si les gens tradent un peu ou font un peu est-ce que tu veux investir dans des compagnies qui sont potentiellement qui vont monter tout seul ou tu veux aller dans les forex, enfin je sais peut-être c'est peut-être chinois là, mais Mhm. dans les crypto-monnaies qui est peut-être c'est un peu Un, genre un peu ça un aussi peu là, tête c'est genre brûlée, quoi, ouais. Un peu plus risqué, mais où c'est tu un peux peu tête avoir brûlée ou des fois alors je veux plus vraiment de... genre c'est ça ou alors c'est genre OK, moi je veux savoir que dans 5 ans, j'aurais fait ça, tatati tata, c'est très comment ça s'appelle? C'est très prévisible d'avance entre guillemets là. Et Donc tu penses que c'est important, tu penses que c'est important d'être compatible niveau profil d'investisseur avant de se lancer avec ses autres partenaires, vu que généralement, la plupart des gens, ils vont s'associer et investir à plusieurs sur ce type d'opération-là. C'est important que ce soit le même type de profil d'investisseur ou alors ils peuvent être différents, mais quand même compatibles pour entrer. Est-ce qu'il y a moyen, je sais pas, de faire des profils d'investisseurs groupés? Je sais pas trop, ouais, une ouais. question un petit Alors, peu bateau. je sais que il y a des on dit souvent c'est FFOM, force, faiblesse, menace et opportunité. Ah, le FOMO, FFOM, donc Fear of Missing force, Out? donc Non, ouais, non, c'est pas ouais. faux. Non, oui, ferme, il se met de genre FFOM en français là. Donc Mhm. force, faiblesse, opportunité et menace. Donc en fait, c'est genre déjà c'est déjà c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, c'est quoi les opportunités que je vois dans l'immobilier, puis c'est quoi les menaces Mhm. qui potentiellement font en sorte que ben, mon projet va pas réussir. Et, Mhm. euh, et aussi, c'est ce qui est intéressant, puis je pense qu'avant de s'associer, avant n'importe qui, c'est faire un test de quelles sont les valeurs de tout le monde et chacun. Là. Puis, en cas de problème, qu'est-ce qu'on fait? Et une convention d'actionnaire solide. Payez des avocats, payez n'importe qui, mais n'allez pas sur Internet puis récupérer convention d'actionnaire. Là, ne faites vraiment pas ça. Là, c'est pas la bonne idée. Puis, parce qu'en fait, c'est que le jour où ça va pas bien, puis ce jour-là, il va arriver. Là, c'est pas une question de si, c'est une question de quand. Là. Puis
c'est savoir qu'est-ce qu'il faut faire, avec quel partenaire, puis c'est quoi la procédure. C'est super important de faire ça. Pour moi, c'est un des premiers. Avant de faire le moindre pas, on crée une compagnie, on est 5 ou 6 ou 2 ou peu importe. On fait une convention d'actionnaire, on s'entend tous que s'il y a un problème, si quelqu'un meurt, si la personne va en prison, qu'est-ce qui se passe? Peu importe, mais genre, je pense qu'il faut, c'est vraiment genre, c'est super important. S'il y a un conflit, qu'est-ce qu'on fait? On a un médiateur, on a un arbitrage, on va devant le juge. Genre, tu sais, c'est super important. Puis, comment on fait pour évaluer la valeur de la compagnie? C'est pas genre comme ça. Est-ce qu'on fait avec un fiscaliste? Quel fiscaliste? Est-ce qu'on va donner quelqu'un d'avance? Oui, c'est lui qui va faire évaluer. Ou est-ce qu'on nomme une personne au hasard dans la salle? Genre, tu sais, c'est super important de savoir ben, qu'est-ce qu'on va faire en cas de problème. Parce que c'est vraiment ça où le nerf de la guerre, c'est que le jour où il y a quelque chose là, ben, d'un, tu peux être dégoûté de l'investissement immobilier parce que ça va pas fonctionner. Parce que dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui fait moins bien que ce que tu fais, et il y en aura toujours un qui fera toujours moins que ce que tu fais aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. L'égalité partout là, c'est rare. Genre, donc, s'il y a des tâches, quelles sont les tâches? Il y a aussi, on peut faire un RACI, role accounting. Non, c'est role accounting. Si, c'est quoi le. Je sais plus c'est quoi le si, mais Euh, sinon c'est informative. Donc en gros, je, c'est genre, j'ai un rôle, je dois genre, je sais je pas suis pas moi, que, genre payer les pas, taxes. ouais, pas que responsable, enfin, au-delà de responsable, accountable, donc qui subit les Ouais, ouais. conséquences Donc de en gros, ce. c'est ça. Donc en gros, genre, par exemple, ma tâche, c'est de payer les taxes scolaires et les taxes municipales. Donc mon rôle, c'est moi, c'est Christophe. Mhm, Genre, si je suis pas, si je le fais pas, ben potentiellement tu peux être accountable, tu peux être responsable aussi. Puis le troisième partenaire qui est potentiellement passif ou qui s'en fout, ou qui a un autre rôle, il est juste, ok, sache que les taxes scolaires ont été payées. Il a été informé que les taxes scolaires ont été payées. C'est super important parce qu'après, la personne qui a pas fait, il a cru que, donc il a pas été informé, il va le faire en double. Tu auras fait deux paiements, genre, mhm. c'est ça pareil là. Puis ça, c'est avec tous tes acteurs. Donc, tantôt, je parlais avec justement, tu sais, ton notaire, ton, Ton ton, fiscaliste. euh, ton fiscaliste, ton entrepreneur, ta gestionnaire. Parce que, tu sais, la gestionnaire, elle va parler avec d'autres choses. Qui parle avec qui est accountable des loyers? Qui est accountable des locataires? Moi, je parle à zéro locataire. Je sais même pas leur nom. J'ai pas envie de le Mhm, savoir. Donc, tu sais, c'est elle, par contre, elle doit m'informer quand il y a un problème. Elle doit m'informer quand il y a quelqu'un qui quitte. Elle doit m'informer quand il y a quelqu'un qui rentre. Juste pour que je comprenne. Parce que si, par exemple, dans l'appartement numéro 4, il y a 5 personnes qui partent en 5 ans, est-ce qu'il y a un problème avec l'appartement numéro 4? Il faut que toi, tu puisses prendre des bonnes décisions, à faire, ok, tu sais, la personne, la gestionnaire, va peut-être pas, entre guillemets, connecter tout le monde. mhm. Donc, c'est un peu, c'est ça vraiment donc, vraiment, genre, les valeurs, convention d'actionnaire, béton, et, euh, et un RACI qui fait quoi, quand, comment, quoi. Ça, moi, je pense que c'est les clés pour faire n'importe quelle, comment ça s'appelle, association ou partenariat entre différentes personnes. Ouais. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu, avec avec tes partenaires actuels, vous vous connaissez déjà, vous avez déjà vous classez vos standards. Euh, Est-ce que c'est le même truc que tu gardes à chaque fois ou alors il y a un petit turnover, tu as d'autres partenaires parfois qui rentrent ou alors sur d'autres deals et à chaque fois tu dois refaire ce même process de compatibilité pour de potentielles nouvelles opérations? Alors, pour l'instant, je garde le même partenaire avec qui je travaille pour l'instant. Je pense que si ça s'agrandit plus vite, enfin, plus gros, peut-être qu'il y aura d'autres joueurs, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres, il y a pas de joueurs il y a pas de nouveaux joueurs qui sont prévus dans la prochaine année là. Donc, Mes joueurs, c'est plus par rapport au dispositif actuel ou juste par rapport aux finances, les gens qui vont potentiellement juste mettre qui seront passifs en fait. c'est ça. Pour l'instant, c'est dans les deux cas, j'ai pas de besoin d'aller chercher d'autres mondes. Mhm. Entre guillemets.
les compagnies roulent pour l'instant. Je pense que trop vite, trop vouloir, là, ça peut potentiellement, le château de cartes peut tomber, là. Je préfère monter Mhm. doucement, puis j'en sais, stabiliser correctement tout le monde, là. Puis tous les actifs, puis j'en Mhm. sais vraiment être sûr que j'en sais tous les cash flows, tout ça, j'en sais toute la machine comme roule correctement. Puis Mhm. on pourra après empiler d'autres blocs par-dessus l'autre, là, mais genre, je veux d'abord que la base fonctionne correctement avant d'aller trop vite, là. Ok, parfait. Là, on est presque à la fin. Merci pour ton temps, Christophe. Il y a un truc quand même important que je pense qu'on n'a pas parlé, c'est Upkey. Ça te dit de Ouais, prendre. on peut parler 2 minutes de petit, là. Ouais. Ouais, parce que c'est quelque chose qui va quand même être complémentaire à tout ce que tu proposes, justement, surtout pour les profils entrepreneurs, ceux qui achètent en compagnie. Ça va le permettre d'aller beaucoup plus rapidement dans la recherche de potentiels deals. Déjà, tu peux nous dire c'est quoi Upkey, le contexte dans lequel vous avez justement créé ce produit SaaS. Donc en fait, Upkey, c'est une startup qu'on a développée, Uriel Bigot et moi-même, il y a presque 2 ans maintenant. Puis en fait, c'est que simplement, on était devant des clients, enfin devant des potentiels vendeurs. Et à chaque fois qu'on voulait analyser un achat, on devait retourner à la maison, on devait ouvrir le laptop, on devait genre, tu sais, pitonner, puis on devait ouvrir un fichier Excel qui était genre enfin, qui était dépassé. Puis genre, on s'est dit, mais genre, on est en 2019, là, ça n'a pas de sens de devoir faire tout ça là, manuellement. Puis on pourrait juste faire une petite app là, facile, là, puis avec les petits calculs qu'on fait toujours, mais genre, tu sais, ça reste que c'est plus intéressant quand c'est bien fait, puis on sait qu'on ne fait pas d'erreur avec ça. Puis c'est Mhm. parti comme ça, puis on a fait une version bêta, il y a eu pas mal de downloads, on a eu quand même pas mal, presque 6000 personnes qui l'ont téléchargé. Puis après, ben, Mhm. on est rentré sur une autre app qui est pour l'instant, donc c'est upkey.io. Puis l'application, c'est app.upkey.io. Puis en fait, c'est que, ben, si tu veux, on met tous les métriques du marché locatif, tous les métriques du prix, donc des prix de l'immobilier, donc tous les KPI, donc comment ça s'appelle quand on dit un KPI en français, euh, les, euh, Euh, les les, quoi? les Comment on dit indicateurs un KPI en français? clés, Mais en gros, indicateurs clés de. tous les métriques de marché, Mhm. ouais, ouais, donc en gros, tous les métriques de marché lorsque tu analyses un deal, en fait. Donc c'est vraiment ça la clé. Donc par exemple, genre, je rentre dans une nouvelle ville, je connais pas du tout le secteur, mais c'est quoi les loyers types dans ce secteur-là? Tu habites potentiellement en France, tu sais pas que les loyers à Montréal, dans tel arrondissement, ben, c'est 1200 $ pour un deux chambres. Tu le sais pas. Donc, en gros, on a vraiment mis toute la donnée, puis on l'a mis de côté sur une vue visuelle. Puis le troisième volet, c'est aussi tout ce qui est analyse du bien. Donc, en fait, c'est que moi, en tant que courtier hypothécaire, je vais faire qui s'appelle un pro forma. Donc, je vais faire une analyse immobilière et une analyse financière de la propriété. Puis ça, on le fait directement sur le site sans potentiellement avoir aucune connaissance. Donc, tu ajoutes la propriété, puis tu vas dire, OK, ben, la mise de fonds minimum, ça va être autant parce que si, parce que là, parce que là, parce que là. Et tous ces critères-là ont déjà été ont été, entre guillemets, intégrés et codés pour pouvoir sortir ben, les résultats que tu vois sur l'application, là. Donc, ça, c'est une aventure qui a commencé ça il y a 2 ans, puis pour l'instant, il y a des hauts et des bas, mais c'est chouette pareil. On a appris beaucoup de choses la dernière année. On a intégré l'intelligence artificielle dans l'application. On a vraiment beaucoup, beaucoup de données qu'on traite chaque semaine. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est ça. Parfait. On va mettre les liens en description. Les gens peuvent aller tester et voir un peu. C'est hyper intéressant. Clairement, ça permet de prendre des décisions qui sont complètement basées sur la donnée et plus juste des analyses qu'on fait au pif et à une estimation qui n'est pas assez précise. Quelque part, est-ce que c'est pas quelque chose qui va remplacer ou qui vient un petit peu bousculer des courtiers immobiliers parce que là, ça fait quasi le job et en mieux, quoi, j'ai envie de dire. Alors, dans le côté commercial, je pense que ça peut effectivement bousculer un peu le marché. Dans le côté résidentiel,
Je pense pas, en fait. Je pense que le métier de courtier dans le monde du résidentiel a encore vraiment une grosse part. Parce qu'en fait, c'est Mhm. que quand tu achètes du résidentiel, c'est un achat qui est émotif. Tu achètes une maison, tu achètes un appartement, Coup de cœur. c'est gentil. Puis, vendre de l'émotion, là, il faut quelqu'un qui soit là. C'est pas juste, attends, bah, c'est genre, c'est pas juste, ah, ok, mais c'est une maison, 4 bâtiments, un toit, ouais, c'est bon. Non, 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 c'est pas ça. Il y a un cadre, genre, tu sais, est-ce que la végétation, bref, il y a plein de choses. Il y a, genre, tu sais, autour, il y a ta maison, est-ce qu'il y a du quartz, est-ce que si, est-ce que là, genre, il y a plein de choses qui font en sorte qu'une maison est agréable ou non, quoi. Quand tu achètes du Mhm. multirésidentiel, tu sais, potentiellement, moi, je regarde le bâtiment où est-ce qu'il est placé, je regarde les revenus, je regarde les dépenses. Tu sais, que le comptoir soit mauve ou soit bleu ou soit blanc, là, c'est pas mon problème, là, tu sais. Donc, c'est différent. C'est pas des achats qui sont émotifs, contrairement à du résidentiel. Et je pense que l'émotion doit être gérée par un courtier immobilier. Mhm. Donc, je pense pas que Yes, je pense pas qu'ils vont disparaître. parfait. Christophe, avant qu'on se sépare, c'est une question que je pose à tous mes invités. C'est quoi pour toi le patrimoine idéal? Le patrimoine idéal, c'est quoi? Déjà, il faut déjà voir c'est quoi moi, je pense de nouveau, comme je l'ai dit un peu souvent, c'est le temps, la gestion du temps qui est le plus important pour soi-même. Donc, il y a des gens qui adorent travailler, il y a des gens qui n'aiment pas travailler, il y a des gens qui sont vraiment, genre, potentiellement, qui veulent faire vraiment, genre, tu sais, l'immobilier, enfin, c'est leur dada ou c'est leur chose, qui sont vraiment, genre, ils sont vraiment, enfin, comment ça s'appelle? Ils ont les tripes de ça, là. Puis le patrimoine immobilier, c'est comment tu peux vivre ta vie de rêve potentiellement sans avoir te soucier de l'argent. Pour moi, c'est ça le patrimoine. Donc, c'est si potentiellement il te faut X milliers de dollars par mois, c'est comment je peux faire pour accéder à ce X milliers de dollars et puis avoir mon temps à moi. Si j'ai envie d'avoir plus, je peux travailler plus. Si j'ai envie d'avoir moins, je peux faire autre chose. Ou si je veux, genre, c'est ça en fait, moi, le patrimoine. Donc, il y a des gens qui veulent potentiellement avec 2000, 3000 dollars par mois en cash flow tous les mois, ils sont extrêmement heureux là. Puis je pense que la plupart du monde, c'est comme ça là. Il faut pas 20 000 dollars par mois là pour être heureux là. Mhm. Puis il y a des gens, ils veulent avoir une valeur nette de 15 millions, puis genre, bref, ils veulent flasher. Peu importe, c'est leur façon de faire là. Et je pense qu'un patrimoine, c'est en fonction de ça, là, c'est vraiment ça, c'est bâtir son patrimoine pour être heureux et pour pouvoir se dégager du temps de qualité. Et ce temps de qualité-là, ben, il est différent de chacun de nous. Là. Donc le patrimoine idéal, il est différent de chacun de nous aussi. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais Bah, c'est ta réponse, hein. C'est, comme tu l'as dit, c'est quelque chose de très personnel et c'est intéressant à chaque c'est fois de ça. voir pour chacun des invités la perception qu'ils ont de ce concept de patrimoine idéal. Puis je pense aussi qu'il y a une question de léguer aussi. Je sais que c'est pas forcément commun en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, Mhm. souvent les générations, il n'y a pas vraiment d'héritage, puis gentil, c'est pas vraiment le concept. Transmission. Moi, je trouve que c'est super intéressant de pouvoir donner à tes enfants une chance, une autre chance dans la vie, une autre potentiellement facilité par rapport à d'autres. Et je pense que ça, je pense que c'est une des choses que je trouve que le plus honorable en fait, c'est genre de pouvoir léguer un patrimoine, et léguer, genre, tu sais, c'est ça, à tes enfants, pas forcément de l'argent, hein, mais ça peut être de l'immobilier, ça peut être, tu sais, un patrimoine familial, ça peut être la meilleure recette de cuisine du gâteau au chocolat de peu importe. Là. Donc, c'est ça un patrimoine familial aussi. Mais est-ce que la meilleure recette de gâteau au chocolat va faire en sorte que ton enfant va ouvrir une boulangerie puis il va être la meilleure boulangerie de Montréal? Tu sais, who knows, tu vois? C'est ça pareil, là. Donc, Mhm. c'est tout, en fait, le patrimoine familial, là. C'est ce que tu envoies à tes générations qui te suivent, en fait. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. On te retrouve sur LinkedIn, Christophe Meus. On va mettre les liens en description. On va mettre également ton adresse mail. Pour le numéro de téléphone, peut-être on va attendre pour l'instant, mais si jamais il y a des profils Parfait. intéressants qui veulent directement parler au téléphone avec Christophe, je propose de lui écrire un mail et puis il se fera le plaisir, s'il le trouve, s'il trouve ça pertinent, de vous envoyer son numéro de téléphone. Upkey également, on va mettre le lien en description, app.upkey.io. Euh, Merci encore, Christophe.
Je te laisse le mot Merci de beaucoup, fin. ben, merci à tous. Merci pour l'invitation. C'était super agréable. Puis j'espère que j'ai apporté une information à pas mal de monde. Puis si vous voulez plus d'informations, ben, vous pouvez toujours me contacter. Puis je prendrai au moins le temps de répondre à tout le monde, au moins un par un. Parce que je pense que si vous prenez la peine de m'envoyer quelque chose, ben, je prendrai la peine de moins de vous répondre. Donc merci à tous. Parfait. À très vite. Ciao.